Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Laurent Testo. Laurent Testo est journaliste, auteur de Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, un ouvrage passionnant qui retrace l'ensemble de l'histoire mondiale à la lumière des interactions entre l'humain et son environnement. L'environnement ou le climat agissent comme des révélateurs de tensions internes aux sociétés. Dans un récit à la fois synthétique, érudit et plein d'anecdotes, Laurent Testo souligne l'énorme poids des facteurs environnementaux dans l'histoire humaine, corrige un certain nombre d'idées reçues et permet une mise en perspective du passé, du présent et du futur de nos sociétés en apportant de nouveaux éléments de réflexion. Nous sommes la civilisation la moins prévoyante de l'histoire parce que nous avons une formidable capacité technique et une formidable capacité commerciale, donc nous pensons que ça peut pallier les futures famines. Nous avons parlé du rapport de prédation de l'humain à son environnement et du mythe d'une harmonie ancestrale avec la nature, des facteurs environnementaux dans les conflits, des leçons à tirer des effondrements passés et de la catastrophe écologique en cours. La question n'est pas de savoir si on aura 2 degrés bientôt, la question est de savoir si on aura 4 degrés à la fin du siècle et 6 ou 12 degrés dans les siècles à venir. Quel monde on lègue à nos descendants ? Laurent Testo, bonjour. Bonjour Alexia. Vous avez publié en 2017 Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, qui se présente sous la forme d'une enquête sur l'animal humain, ce singe qui transforme et est transformé par son environnement, avec une démarche d'histoire globale qui permet notamment de dépasser une histoire centrée sur l'Europe, notamment avec des apports considérables sur l'histoire de la Chine et de l'Inde. Alors, Cataclysme met en lumière l'interdépendance de l'humanité avec son environnement, avec cette nature qui concerne aussi bien les volcans que le climat ou le rôle déterminant des virus et des bactéries. Vous écrivez dans l'introduction que vous espérez que le récit de ces éléments clés de notre vie commune avec la nature nous permettra de réfléchir plus clairement à l'avenir que nous souhaitons. Et vous écrivez aussi que le champ des possibles reste ouvert en matière environnementale. Je voulais d'abord savoir, est-ce que vous donnez une portée militante à ce livre, ou à une partie du livre en tout cas ? On écrit toujours les livres de son époque, donc oui, il y a une dimension militante, c'est peut-être un grand mot, mais une dimension d'avertissement, tant il est vrai qu'il me semble qu'aujourd'hui nous prenons un très mauvais chemin et que le spectre des possibles se réduit régulièrement et que l'avenir que les scientifiques entrevoient pour notre planète dans les décennies à venir et en tout cas d'ici la fin du siècle en cours est franchement noir, qu'il est à peine temps aujourd'hui de sauver les meubles. Donc voilà, oui, il faut que les gens s'emparent de ces informations-là, les actualisent, les fassent leurs et réagissent. Alors, à la lecture de votre livre, on se rend compte que la propension de l'humain à ravager ou en tout cas altérer son environnement a l'air vieille comme le monde. Est-ce que l'idée d'une harmonie ancestrale avec la nature est un mythe ? C'est un mythe, mais je dirais un mythe partiel. Alors, le terme de ravager, à mon avis, s'applique à l'époque contemporaine, parce que c'est une question de moyens techniques. Mais il faut bien comprendre que l'humain est un prédateur accidentel, pour des raisons évolutives liées à une adaptation à l'environnement et notamment au climat. Nos ancêtres étaient frugivores et ils se sont mis à un moment de leur histoire à manger de la viande. Et donc, nous sommes un prédateur accidentel. En gros, un prédateur, de toute façon, prélève sur son environnement. Et il prélève, il y a des réactions de l'environnement qui se protègent. Par exemple, le loup, lorsqu'il chasse des animaux à l'état sauvage, les animaux ont développé des réflexes pour que certains d'entre eux survivent et nourrissent ainsi les générations à venir de loups. Notre grande intelligence, notre capacité à coopérer et aujourd'hui notre technicité nous permettent d'impacter le milieu avec une violence que ne pouvait
pouvaient pas avoir les sociétés antérieures. Alors, le mythe du bon sauvage, il est venu d'un constat, c'est que quand les Européens ont colonisé le monde entier, il y a eu des terres qu'ils ont considérées à tort comme vierges, entre guillemets, c'est-à-dire notamment les Amériques et l'Australie, simplement parce que ces terres étaient habitées par des populations dont l'impact sur le milieu n'était pas visible aux yeux des Européens qui considéraient qu'une terre impactée était forcément une terre bien labourée, déforestée et produisant du blé en rang bien aligné. Les aborigènes d'Australie et les Amérindiens, lorsqu'ils sont arrivés dans leur milieu respectif, il y a 65 000 ans pour les aborigènes et il y a, allez, on va dire 25 000 ans, à 10 000 ans près, pour les Amérindiens, ont détruit une bonne partie de la biodiversité initiale, notamment en chassant les grands animaux. C'est une véritable guerre qu'ils ont livrée à leur environnement. Ils ont connu un moment qui a duré quelques millénaires où ils ont pu manger de la viande à volonté, qui a nourri leur expansion démographique, etc., qui a impacté les couverts forestiers massivement parce que ces grands animaux régulaient de façon différente le couvert forestier, etc. Donc il y a un effondrement de la biodiversité en Australie à l'arrivée des hommes et dans les Amériques. Mais après, ces populations-là s'adaptent à leur milieu, atteignent un optimum démographique et du coup régulent leur milieu de façon, on peut dire, stable. Donc de là cette idée du mythe, ce mythe de la sagesse qui ferait qu'on est en harmonie avec son milieu, etc. Et effectivement, quand les Européens arrivent, eux-mêmes avec leurs pratiques massives d'abord de génocide, il faut bien dire ce qui est, des populations indigènes, et ensuite de destruction du milieu pour leur agriculture, de répandre des millions de vaches et de moutons. Voilà, ils vont complètement bouleverser ces écosystèmes et quasiment, on peut dire, les anéantir, au moins dans le cas des Amériques. Aujourd'hui, les 2/3 des plantes qui poussent en Amérique du Nord sont originaires de l'Ancien Monde parce que les plantes du Nouveau Monde, des Amériques, n'ont pas résisté à cette invasion. Voilà. C'est une histoire compliquée, mais c'est une histoire qui mérite qu'on s'apesantisse dessus parce qu'elle montre que il n'y a pas une linéarité de l'impact environnemental de l'humanité. Il y a des moments où l'humanité est en mesure d'impacter son milieu de façon beaucoup plus forte qu'avant. Et nous vivons une de ces périodes, donc nous pouvons tirer des enseignements du passé. Il y a des idées reçues beaucoup d'idées reçues qui sont levées dans le livre, notamment on a, je crois, beaucoup sous-estimé le rôle des microbes, des bactéries dans le rôle géopolitique qu'ils ont pu avoir. Mmh. Certes, aujourd'hui nous maîtrisons les épidémies, nous sommes même arrivés à en éradiquer une ou deux, la variole, la peste bovine, etc. Bon, de facto, dans le passé, leur impact a été inimaginable. Nous n'imaginons pas ce qu'a pu être ne serait-ce que la grippe dite à tort espagnole qui de 1918 à 1920 a fauché une part effroyable de la population, bien plus que la Première Guerre mondiale. On estime entre 50 et 100 millions de morts. On a du mal à imaginer ces chiffres-là. Et en revenant encore dans le passé, la peste noire a fauché au cours du XIVe siècle quelque chose comme le tiers de la population de l'Europe et de la Chine. Encore plus proche de nous peut-être, justement, l'arrivée des Blancs dans les Amériques, ils ont amené avec eux des maladies que les Amérindiens ne connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas été exposés à ces maladies liées pour une partie à la domestication du bétail dans l'Ancien Monde. Les Amérindiens avaient très peu d'animaux d'élevage et donc ils ont été frappés de plein fouet simultanément par la variole, la grippe, la rougeole, la rubéole, les oreillons, la scarlatine, puis après par la peste, et puis après par la fièvre jaune et le paludisme dans sa version Plasmodium falciparum. Bref, on estime qu'environ 50 millions d'Amérindiens sur une population estimée à 60 millions peut-être sont morts de maladies durant le XVIe siècle, après l'arrivée de colons. Ce qui explique la facilité de la conquête d'ailleurs, et pourquoi on peut appeler ça des terres vierges, c'est parce qu'il y a quasiment plus personne, alors que c'était densément peuplé avant l'arrivée des Européens. Donc effectivement, les épidémies ont été cruciales dans le passé, elles pourraient le redevenir dans un futur proche. Pourquoi est-ce que cette histoire environnementale, enfin les liens de l'espèce humaine avec son environnement sont aussi peu étudiés ou mis en avant en tout cas? Alors il y a
deux raisons à cela. Une raison qui est valable pour la Terre entière, c'est qu'on avait du mal jusqu'à récemment à voir cet impact dans le passé. Aujourd'hui, l'archéologie permet, avec ses méthodes de plus en plus fines, de déceler des brins d'ADN vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, de séquencer des génomes d'animaux ou d'êtres humains disparus. On peut aussi voir quel a été l'impact du rayonnement solaire dans certains matériaux. Enfin, c'est extraordinaire les informations sur l'environnement que l'on peut avoir aujourd'hui grâce aux technologies modernes. Donc ça demeure encore en suspens, c'est-à-dire que toute cette masse d'informations, elle doit être ingérée par l'histoire. En France, il va s'ajouter une difficulté supplémentaire, c'est que l'histoire légitime doit passer obligatoirement par l'archive. Donc les historiens qui font autre chose que de l'archive sont considérés de haut, mais ça crée une situation un peu délicate dans la mesure où vous n'êtes vraiment spécialiste d'une archive qu'au terme d'une vie d'études. Vous pouvez ainsi devenir spécialiste de la biographie de quelqu'un, vous pouvez devenir spécialiste d'une période courte d'une histoire dont vous maîtrisez les langues, mais si on vous demande à un moment d'avoir un avis sur l'ensemble des flux commerciaux, par exemple au XVIe siècle, ça commence à être compliqué, c'est parce que vous maîtriserez jamais toutes les langues nécessaires à l'appréhension de ces flux dans le monde entier. Donc, vous êtes obligé de travailler différemment, ce pourquoi il existe dans le monde anglo-saxon une méthode qu'on appelle l'histoire globale, que j'applique et dont j'essaye de diffuser les résultats en France. Pour revenir au livre, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une composante environnementale dans le déclenchement des conflits dans l'histoire ? Pas toujours, mais souvent. Même si en fait l'environnement ou le climat agissent comme des révélateurs de tensions internes aux sociétés. On peut prendre l'exemple récent du conflit syrien. Beaucoup ont insisté sur le fait que la Syrie a connu 30 années de sécheresse et que cela aurait déclenché une insécurité alimentaire qui aurait poussé à l'exode des paysans, notamment dans la banlieue de Damas, dans la Ghouta, etc. Et ce qui aurait nourri un mécontentement qui aurait finalement abouti à contester le régime. C'est partiellement vrai. La sécheresse a affaibli le régime, mais l'ont tout aussi, voire davantage affaibli, un certain nombre d'évolutions du contexte international. Le régime a perdu des financements à l'effondrement de l'URSS, évidemment. Le régime a perdu aussi d'autres financements avec l'évolution de ses rapports avec l'Arabie Saoudite. Et surtout, la Syrie a occupé le Liban militairement jusqu'en 1985, ce qui lui permettait d'entraîner, jusqu'à 2005, pardon, ce qui lui permettait d'entraîner un volume conséquent de ressources et il a perdu ces ressources-là. Donc le pacte, en fait, c'était un régime sur le modèle soviétique. Hein. Le pacte était tout le monde a accès aux soins, tout le monde a accès à la nourriture, en échange de quoi les populations se préoccupent pas de politique. Là, ça n'était plus le cas et donc le régime s'est tourné vers le FMI et rentré dans l'idée qu'il fallait se libéraliser, qu'il fallait faire des politiques de restriction. Et en gros, il s'alignait toute sa base sociale et ça débouchait sur les désastres que l'on sait. Donc, c'est plus, à la limite aujourd'hui, une évolution politique aggravée par les circonstances climatique et environnementale. Ajoutons que la guerre a été désastreuse, on a arrêté de cultiver, une bonne partie de la Syrie est revenue au désert et aujourd'hui les tempêtes de sable menacent très clairement un certain nombre d'équilibres en Irak et en Syrie, d'équilibres écologiques et voilà, cette région a eu aussi un coup de la guerre absolument effroyable. Alors, il est beaucoup question de religion dans votre livre Cataclysme, à partir notamment de la révolution morale il y a 2500 ans, à partir de laquelle les monothéismes consacrent l'homme comme dominant la nature. Est-ce que vous pensez que les grandes religions ont aujourd'hui encore un rôle à jouer dans le rapport avec l'environnement et dans notre contexte de... Alors, il y a plusieurs questions en une. Donc, je vais commencer par répondre sur les grandes religions. Oui, bien sûr, elles peuvent jouer un rôle, elles peuvent entraîner leurs croyants à adopter certains comportements. Donc, ça, c'est une évidence. Certains pensent même que, comme ce serait une question de narration, de nous amener à changer de comportement, c'est-à-dire que le monde serait dominé par les récits qu'on en fait, ce que je suis pas loin de penser moi-même, peut-être faudrait-il quelque chose qui soit de l'ordre
je n'ose le dire, du religieux pour nous amener enfin à limiter l'impact que l'on peut exercer sur la nature, parce que finalement, en gros, les religions ont réussi à changer le monde là où tout le reste a échoué. Si vous avez une religion qui a réussi à persuader au IVe siècle de notre ère les riches romains de tout leur abandonner pour donner aux pauvres et d'aller vivre en ermite quelque part, eh ben ça s'appelle le christianisme. Donc le christianisme a changé le monde. Alors souvent on dit oui, ça a été une catastrophe, l'Empire romain a perdu de sa complexité, il s'est effondré et tout, et finalement c'est le christianisme qui a triomphé avant lui-même d'être supplanté par le capitalisme. Peut-être, mais peut-être aussi quand on regarde l'Europe du 8e siècle, qui est davantage boisée qu'au temps des Romains, qui déboisaient massivement, y avait-il un gain? Voilà, bon, c'est des questions qu'il convient de poser sans jugement préalable. Moi, je suis athée, je me méfie par nature des révélations religieuses et des croyances, mais je dirais qu'il est peut-être important de s'en inspirer, de regarder ce qui a marché dans le passé. Alors, les monothéismes ne sont pas les seuls responsables de l'exploitation de la nature. La révolution morale, il y a 2500 ans, c'est un moment de l'histoire démographique humaine où nous sommes devenus tellement nombreux que de nombreuses sociétés entrent en contact sur de longues distances et donc développe dans l'ancien monde, c'est-à-dire l'ensemble constitué par l'Afrique, l'Asie et l'Europe, dans cet ancien monde, développe des religions basées sur la règle d'or, c'est-à-dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Et commence alors, ce que j'explique dans Cataclysme, le temps simultané des religions universalistes, basées sur ce principe-là, mais aussi des empires universaux et du commerce international. Les trois phénomènes sont à peu près nés en même temps. On voit apparaître les grandes religions qui aujourd'hui sont présentes dans le monde entier et occupent l'immense majorité de nos contemporains. L'argent, la monnaie et le concept même d'État à proprement parler. Donc, il y a eu une dynamique particulière dont nous sommes les héritiers à ce moment-là et effectivement, il convient d'étudier cette dynamique pour savoir pourquoi ça fonctionnait. Mais la Chine confucéenne, tout autant que l'Occident rationaliste ou monothéiste, ont eu alors des outils pour exploiter plus efficacement leur environnement et se développer. Donc ce n'est pas propre au monothéisme, c'est propre à certaines formes d'organisation sociétale qui ont un substrat religieux. Et j'insiste sur quelque chose aussi, les religions évoluent dans le temps. C'est-à-dire que ce qui est un dogme religieux à un moment peut très vite disparaître. Une religion, ce n'est pas une essence intemporelle révélée une fois pour toutes. Ça, c'est le discours religieux. Dans les faits, elles évoluent, elles s'adaptent à leur temps. Donc effectivement, elles pourraient jouer aussi un rôle important dans l'environnement si elles le prennent en compte. Dans le livre, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés ou de civilisations qui se sont effondrées. Pour autant, vous remettez en cause pas mal de théories du livre de Jared Diamond, Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Qu'est-ce qu'on apprend de l'effondrement des civilisations passées? Alors, on peut apprendre plein de choses. Jared Diamond, j'adore son œuvre parce qu'elle est extrêmement stimulante. Mais je trouve que Effondrement est de loin son plus mauvais livre et qu'il est dommage qu'il était connu essentiellement par ça, parce qu'effectivement il avait un bon titre, parce que voilà. Mais pour écrire ce livre, il s'est basé sur des sources anciennes. Il a posé des bons postulats, c'est-à-dire les 5 critères qui permettent de déterminer, qui permettent d'influencer l'issue d'une civilisation. Mais les exemples qu'il a donnés sont faux et donc ont été démontés par les spécialistes. Je pense notamment aux Vikings du Groenland, aux Mayas et à l'île de Pâques, un exemple emblématique entre tous. Sur ces 3 processus, je ne dirais pas qu'il s'est trompé, mais il a surtout mis en avant des vieilles théories pour des raisons peut-être idéologiques. Je pense qu'il faut relire Diamond avec un œil neuf en lisant aussi ses critiques et en prenant en compte à la fois ses théories et le prisme de ce que nous disent aujourd'hui les gens qui ont étudié ces phénomènes. Alors, pour le passé, oui, on peut tirer des leçons, on peut prendre ces 3 cas emblématiques.
Pourquoi les Vikings ont-ils colonisé le Groenland? C'est que nous sommes au moment de l'optimum climatique, donc entre l'an 900 et l'an 1275, il fait plus chaud sur l'hémisphère nord, et donc les Vikings peuvent partir d'Islande, et c'est une question d'ailleurs de règlement de compte entre clans, qui en pousse certains à coloniser, à poser des comptoirs en fait en Islande, et en Islande ils se rendent compte qu'il y a une ressource extraordinaire qui est l'ivoire de morse. Les relations commerciales de l'Europe ont été plus ou moins interrompues avec l'Afrique, donc pour se procurer de l'ivoire c'est génial, et ces colonies-là elles vont prospérer sur le commerce de l'ivoire, ce que Jared Diamond ne pouvait pas savoir, et non pas sur du blé ou des moutons. Elles essayent d'adapter ces cultures mais elles n'y arrivent pas, donc voilà, c'est des commerçants, les Vikings sont des commerçants. Et ensuite à partir du XIIIe et notamment du XIVe siècle, les conditions climatiques se dégradent tellement qu'ils abandonnent, on le sait aujourd'hui, ils abandonnent littéralement leurs établissements commerciaux, d'autant plus que les routes vers l'Afrique ont été rouvertes et qu'on peut se procurer de l'ivoire d'éléphant de meilleure qualité et à moindre prix que l'ivoire de morse. Donc voilà, c'est un commerce qui s'effondre, les Vikings déménagent. La thèse de Jared Diamond, c'est qu'en fait, les Vikings ne savaient pas se nourrir du poisson et des mammifères marins, contrairement à leurs voisins inuits, et donc ils seraient morts de faim. En fait, non, on sait qu'ils ont déménagé, et deux, il suffit de lire une saga, il n'y a même pas besoin de faire de l'archéologie, pour voir qu'ils adorent manger du poisson. D'ailleurs, ils ont nourri l'Europe de poisson pendant un temps, pour Carême et le reste des événements chrétiens. Donc voilà, et ils se régalaient de phoques et de tout le reste. Voilà, donc ce n'était pas un problème d'adaptation des Vikings, c'était un problème, effectivement, le climat et l'évolution du commerce ont fait qu'ils sont partis, ils ne pouvaient plus se maintenir. Pour les Mayas, on sait aujourd'hui, alors il y a plusieurs études de plus en plus précises, qu'effectivement, il y a eu un effondrement maya dans la mesure où il y a un assèchement qui est lié d'ailleurs à cet optimum climatique. Ça interrompt certains flux de pluie et donc il y a un assèchement du Yucatan, etc. On sait aujourd'hui que c'était préparé de longue date par une exploitation trop intensive du milieu qui a altéré la capacité des sols à retenir l'eau. Voilà. La civilisation maya était victime de son succès quelque part, mais qu'est-ce qu'elle était devenue, la civilisation maya du 9e siècle, la civilisation maya dite classique? C'était des grandes cités-États qui se battaient entre elles et qui reposaient sur une agriculture très intensive du maïs. Ils avaient un calendrier sacré pour réguler les récoltes de maïs. C'était une société très dictatoriale. On construisait d'immenses pyramides et le but du jeu, c'était le soleil, il ne peut se lever que si on le nourrit de sang. Donc, à intervalles réguliers, on se faisait la guerre entre cités. On raflait des captifs. La bonne guerre là-bas, c'était pas de tuer l'adversaire, c'était de le capturer. Et on l'égorgeait, on lui arrachait le cœur en haut des pyramides. Bref, voilà. Et au bout d'un moment, donc, la sécheresse a fait qu'on n'a pas pu conserver cette agriculture de maïs. Donc, les Mayas ont abandonné les cités, se sont repliés dans la jungle, qui revenait, la forêt reprenait ses droits, etc. Ils ont fait de l'agroécologie et leur nombre n'a pas diminué. Donc, effectivement, il y a un effondrement au sens strict du terme donné par Joseph Tainter, simplification de la structure administrative. Ils sont incapables de construire des pyramides, ils sont incapables de s'organiser en grandes cités-États, ils ne sont plus réduits qu'à être des tribus errant dans la jungle avec une agriculture de subsistance. Mais quand les Espagnols débarquent, ils écrasent la puissante confédération aztèque et ses 17 ou 20 millions de sujets en l'espace de 2 ans, parce que celle-ci est très vulnérable aux épidémies. Les Espagnols mettront 170 ans à soumettre les Mayas dans leur forêt avec leur petite agriculture de rien du tout. Voilà. Donc, quelque part, leur société était plus résiliente. C'est un peu comme si aujourd'hui, on décidait d'abandonner toutes les villes, chacun, puis de se replier dans notre campagne, d'avoir son lopin de terre et de vivre en coexistence plus ou moins pacifique au lieu de se faire la guerre entre grandes sociétés. Ça sera un effondrement, certes, il y aurait plus de grands États, il y aurait plus... Mais est-ce que pour autant les individus y perdraient ou les collectifs y perdraient? On peut se poser aussi ces questions-là. Quelle définition vous retenez, vous, du mot effondrement? Simplification de la structure de la société? Enfin, il y a plein de critères. Mais... Oui, il y a plein de critères. Et j'estime qu'on a déjà beaucoup... Oui, je veux bien retenir les critères de Jared Diamond ou Joseph Tainter. Peu m'importe, en fait, ce qu'on met derrière effondrement. On peut aussi parler d'apocalypse ou de différents autres termes. Je dirais que ce qui nous attend probablement au cours du XXIe siècle risque d'être un effondrement. La probabilité est très élevée, elle n'est pas écrite.
Je veux dire, il y a toujours une part d'incertitude dans le futur, mais la probabilité devient de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on surexploite nos milieux. Et donc, oui, si le scénario le plus probable prend place, on ne saura pas comment l'appeler, on ne trouvera pas de mots assez durs, assez forts, mais les famines, la potentialité d'avoir des milliards de morts, parce que c'est bien de ça dont on parle, de voir des États s'effondrer les uns après les autres, selon des temporalités différentes, et tous ne s'effondreront peut-être pas, entre guillemets, mais ce qui se passe en Syrie aujourd'hui est un effondrement. La moitié de la population est partie quand elle n'a pas été tuée. Voilà, les droits de l'homme qui n'ont jamais été vraiment au cœur du projet étatique syrien ne sont réduits à rien. Certaines pratiques, purification ethnique, viol systématique, etc., sont devenues quotidiennes parfois dans certains endroits. Donc voilà, oui, c'est un pays en effondrement. Voilà, il a perdu aussi une bonne partie de ses capacités à auto-alimentaire, etc. Voilà, mais il sera difficile de savoir qu'est-ce qui est en effondrement ou pas, parce qu'on pourra aussi instrumentaliser ces mots-là. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on peut dire aujourd'hui que notre agriculture elle-même est à la veille possible d'un effondrement, puisque ses rendements s'érodent. Je parle bien de l'agriculture industrielle, que finalement on a peu de stocks alimentaires, contrairement à ce qu'on croit. Nous sommes la civilisation la moins prévoyante de l'histoire parce que nous avons une formidable capacité technique et une formidable capacité commerciale, donc nous pensons que ça peut pallier les futures famines. C'est peut-être faux parce que certains États ont été emportés par les famines alors même qu'ils avaient plusieurs années de réserve de grains devant eux. Je pense notamment à l'Empire ottoman au XVIIe siècle ou à l'Empire chinois à différentes périodes de son histoire. Ils avaient peur de la famine qui amenait les soulèvements. Donc ils stockaient énormément de grains et même ça ne les a pas sauvés de la destruction. Quel constat environnementaux et climatiques on peut faire aujourd'hui à la lumière de cette histoire globale quand on constate que dans le passé, notamment au XVIIe siècle, par exemple, 1 degré centigrade de moins ont causé des catastrophes gigantesques et la disparition de, encore une fois, 1/3 de la population mondiale. Alors, le problème, c'est que quand on regarde dans le passé pour s'inspirer, pour trouver des leçons pour le proche futur, on a 2 problèmes. On n'a jamais eu une civilisation comme la nôtre capable d'autant de ressources et d'autant de pouvoirs destructeurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a souvent des épisodes de froid soudain, mais il faut remonter très loin dans le passé pour trouver des températures comparables. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de civilisation à proprement parler. Hein. Nous allons arriver bientôt aux températures d'un petit réchauffement interglaciaire d'il y a 800 000 ans, avant d'arriver, d'ici la fin du siècle, très probablement aux températures d'il y a 5 millions d'années avant l'apparition de l'humanité. C'était l'époque où il y avait des hippopotames dans la partie qui commençait à devenir habitable de la planète, c'est-à-dire à peu près la latitude de Londres, et les pôles étaient couverts de végétation tropicale. Voilà. La bande intertropicale était stérile et c'est un monde qui sera incompatible avec la possibilité de faire une agriculture intensive telle que nous la connaissons, à moins de faire soit des progrès gigantesques en la matière, soit de changer radicalement de mode de vie. Voilà. Bon, ceci posé, on sait que dans le passé, ce qui rythmait le climat terrestre, c'était d'abord les éruptions volcaniques, des méga-éruptions à peu près tous les 200-300 ans de notre histoire, envoyaient dans l'atmosphère suffisamment de gaz à effet de serre pour faire chuter les températures planétaires d'environ 3 degrés dans l'année qui suivait, et puis d'1 degré pendant quelques années. Voilà. C'est le cas du Tambora, il explose en 1815, 1816 c'est l'année sans été, moins 3 degrés. Et ça dure à peu près pendant 3 ans et c'est une catastrophe planétaire. D'autres éruptions ont été continues, c'est-à-dire par un phénomène qu'on s'explique mal statistiquement. Il y a eu des séquences d'éruptions dans le passé qui ont bouleversé le climat pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et c'est notamment le cas du petit âge glaciaire qui est lancé par une première explosion en 1275, puis il y a plusieurs autres explosions qui l'entretiennent. Et arrivé en 1600, il y a une première explosion, donc le tout début du XVIIe siècle, le Huayna Putina explose, et il entraîne une famine colossale en Russie et en Turquie. Un déluge continu, les récoltes pourrissent sur pied. Ce sont des États qui ont des réserves agraires conséquentes.
ils croient pouvoir voir venir. La Turquie va sombrer pendant 40 ans où il y a parfois une décennie entière sans récolte. Même la crue du Nil s'interrompt. Et la Turquie va devenir le malade de l'Europe alors qu'elle est de loin la première puissance, on l'a oublié, militaire, et qu'elle va le rester encore pendant un bout de temps. Elle ne va pas résister et perdre dans certaines zones les 3/4 de sa population, et dans l'ensemble des zones qu'elle contrôle, près de la moitié, probablement plus de la moitié au cours du XVIIe siècle. Voilà. La Turquie s'est littéralement effondrée. Il en est de même à la même époque de la première puissance mondiale qui est la Chine. La Chine des Ming est balayée littéralement par une succession de moments où les récoltes n'ont pas lieu pendant plusieurs années de suite à cause de sécheresse, d'hivers trop froids, d'épidémies, de révoltes paysannes, et finalement c'est une toute petite confédération militaire qui finit par l'emporter sur les maîtres de la Chine, un peuple, les Mandchous, un peuple de quelques millions de personnes qui conquiert la première puissance du monde. Voilà. Donc ça rend vulnérables même les plus grands États, et peut-être d'ailleurs davantage du fait de leur complexité à ces troubles-là. Donc ça, c'est la leçon du passé. Un petit degré, c'est même pas un degré, hein, c'est en dessous, un petit degré centigrade de moins au cours du XVIIe siècle. Il y a eu près d'un tiers de l'humanité qui a péri parce que les grands États ont failli, et parce que les populations ont réagi parfois de façon très égoïste. Au lieu de se prêter assistance, on a essayé de s'emparer des ressources du voisin. Voilà. Et puis les épidémies ont affaibli les corps, déjà dénutris. C'est un temps aussi de renouveau, de pensée apocalyptique. Enfin, il y a toute une histoire religieuse derrière qui est très très forte. Et c'est d'ailleurs dans ce bain de sang que l'Europe s'est affirmée, puisque à l'issue de la guerre de 30 ans, sur laquelle commence la première moitié de ce XVIIe siècle, les États européens conviennent des accords de Westphalie qui vont façonner le monde moderne et établir le modèle de l'État-nation. Donc tout ça, effectivement, est lié, et nous sommes les héritiers de cette histoire, encore une fois, et donc il serait important de s'en emparer et de l'étudier. Et donc le basculement dans l'Anthropocène se fait. Bon, alors il y a des discussions sur où est-ce qu'on place le début de l'Anthropocène, mais globalement ça se fait à la révolution industrielle, où on passe de subir les aléas climatiques en gros à les créer nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que avec l'évolution de l'Anthropocène, on est à la frontière d'altérer les conditions même de l'existence de l'humain? Oui, très clairement. Alors, pour ma part, je défends que l'Anthropocène a commencé en 1818, lorsque les derniers effets du Tambora se sont dissipés. À partir de là, le principal agent à agir sur le climat, c'est l'humanité. La révolution industrielle, ou plutôt énergétique, c'est-à-dire le fait de recourir massivement aux carburants fossiles, va s'enclencher et provoquer le réchauffement que l'on sait. Oui, ça change notre rapport, parce que c'est beaucoup plus profond aujourd'hui que le simple fait d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous avons changé toutes les dimensions de la vie sur Terre, et nous commençons aujourd'hui à trifouiller dans le plus intime en fait de la programmation même du vivant, de façon délibérée, puisque nous altérons les génomes pour produire plus de viande, par exemple, chez les vaches, ou produire plus de lait, ou ajuster la hauteur des épis de blé aux moissonneuses-batteuses. Mais nous commençons également à le faire de façon totalement involontaire, en répandant de nombreuses substances qui altèrent l'expression même des gènes lors du développement embryonnaire et la croissance de tout le règne vivant. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est probablement une des plus formidables menaces à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, puisque nous voyons bien que ça altère un certain nombre de dimensions du vivant, et toutes les dimensions du vivant sont impactées. Ajoutons à cela que, comme il y a des budgets formidables de recherche lancés dans la génomique, les problèmes soulevés par notre impéritie vont être peut-être remédiés par une surenchère technologique. Je m'explique. Ce n'est pas à souhaiter, mais il est très probable que, alors que dans les années prochaines, de plus en plus de gens vont commencer à prendre conscience de l'impact des phénomènes environnementaux en cours, on va nous proposer une surenchère technologique pour en venir à bout. Monsanto a déjà commencé avec ce qu'ils appellent l'agriculture de conservation. On va prendre des méthodes bio, entre guillemets, laisser le couvert végétal, mais il faudra à tout prix garder le glyphosate, sinon ça ne marchera pas. Oui, on peut se poser la question, mais on va vous proposer aussi de changer le climat à l'échelle planétaire.
on va commencer à interférer dans le système Terre. Ça, c'est très clair. On va vous proposer aussi, ma foi, le monde va devenir de plus en plus chaud. Notre organisme n'est pas tellement bien adapté à la chaleur. Une petite modification génétique pour... voilà. On va commencer à changer le génome des gens de façon d'abord plus ou moins coercitive, en leur faisant miroiter la possibilité d'accord, les perturbateurs endocriniens risquent... vous allez avoir un enfant, les perturbateurs endocriniens risquent d'altérer le développement cognitif de votre fœtus, mais on peut faire un petit patch génétique, passer à la caisse. Tout cela, ce sont des solutions qui vont nous être proposées par un surcroît de techniques. Donc, il faut aussi étudier cette histoire-là pour comprendre comment on nous l'a vendue, comment on nous a anesthésié avec les différents récits qui ont mis en avant ces technologies-là, et comment on va continuer à essayer de le faire avec des moyens de plus en plus performants de manipulation. Mais est-ce qu'on sera en mesure d'assurer un tel niveau de technique et de technologie dans un futur plus ou moins proche, selon vous? Peut-être. Alors, nous avons développé un modèle de société avec une promesse qui était celle que tout le monde, ou presque, aurait accès aux bienfaits de la civilisation. Et la promesse s'est révélée vraie pour une bonne partie de l'humanité. Donc ça fonctionne. Mais on peut imaginer un monde formidablement inégal. Nous sommes d'ailleurs dans un monde déjà bien inégal, puisque l'espérance de vie, ou l'empreinte écologique, ou la disponibilité, la possibilité littérale de faire des choses est très différente suivant que vous naissiez en France ou en Somalie. Donc, oui, on peut imaginer un monde de plus en plus inégal où certaines communautés nationales se sont repliées derrière des murs de plus en plus hermétiques, avec un niveau de vie très différent, et certains qui arrivent à prolonger, par exemple, leur existence de quelques décennies ou même de quelques siècles avec des technologies développées à cet effet. Et les plus gros budgets de recherche sur la planète aujourd'hui, c'est ceux qui visent à rallonger l'espérance de vie, et non pas à nourrir l'humanité ou à sauver le climat. Mais c'est possible, tout est possible. Mais effectivement, on peut se poser la question parce que on a vraiment la sensation que c'est l'effort de tous qui a permis l'avènement de notre civilisation, de la connaissance et du loisir. C'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'une élite peut s'approprier ce savoir et tant qu'elle dispose de ressources, elle peut l'exploiter. Donc, il y a des dystopies qui ont été écrites ou tournées sur cette question qui montrent des mondes effectivement très différents, comme Elysium par exemple, où on voit une élite qui s'est réfugiée sur la Lune avec des moyens technologiques qui fait d'eux littéralement des dieux, laissant la Terre en proie à une anarchie absolument effroyable. Mais le monde de demain, c'est peut-être Elysium. On sait que la connaissance sur les enjeux du climat est présente quasiment telle quelle depuis les années 70. C'était une période durant laquelle même les compagnies pétrolières étaient sensibles à cette question. Les dirigeants de tous les partis aussi étaient conscients de la gravité du sujet et de l'urgence à agir. Donc ça, c'était déjà dans les années 70. Faute de quoi, finalement, la logique économique du système a repris le dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Alors, ce n'est pas très original. Je dirais c'est l'importance du storytelling, de la capacité à convaincre. Ce n'est vraiment efficace de toute façon que dans des régimes plus ou moins démocratiques où l'opinion publique peut avoir un poids. Mais bon. L'idée même qui a peiné à s'imposer, c'est que notre monde était fini, alors même que le néolibéralisme entreprenait sa croisade pour faire croire que tout le monde peut jouir du bonheur et de ressources quasi illimitées. Aujourd'hui, force est de constater que nous sommes dans une situation quasiment de dissonance cognitive, c'est-à-dire que le discours de croissance continue à s'imposer face à ce que l'on devrait voir des processus à l'œuvre. Je m'explique là-dessus, c'est que cet été, tout le monde s'est beaucoup étalé sur les problèmes climatiques de la planète, je n'y reviens pas, mais en règle générale, on commençait quand même par la nouvelle la plus importante, c'est-à-dire dernière nouvelle de la croissance. Est-ce que l'emploi va bien? Est-ce que le développement économique va continuer? Personne ne remet en cause aujourd'hui dans le discours dominant cette partie-là. Et finalement, nous savons pourtant
un truc tout à fait évident, c'est que la croissance s'accompagne forcément d'un impact environnemental, ne serait-ce que l'émission de gaz à effet de serre, que celle-ci conditionne le climat pour les décennies et les siècles à venir, et on est effectivement dans un déni absolu. Par exemple, en ce moment, on demande au GIEC de travailler sur qu'est-ce qui se passerait si on passait la limite des 1,5 degré, alors que tous les experts qui travaillent sur la question savent que c'est pas une question au conditionnel. On va passer cette limite. On sait même quand. 1,5 degré, c'est déjà acté. Ça sort entre 2026 et 2031, suivant les réactions du système Terre. Voilà. Et on sait que les 2 degrés, on les atteint en 2050. Pourquoi ? Parce que les émissions de gaz à effet de serre sont déjà dans l'atmosphère. Si on ne sait pas les capter, a priori, on n'y arrivera pas. Eh ben, on aura du 2 degrés aux alentours de 2050. C'est acté. La question n'est pas de savoir si on aura 2 degrés bientôt. La question est de savoir si on aura 4 degrés à la fin du siècle et 6 ou 12 degrés dans les siècles à venir. Quel monde on lègue à nos descendants ? Parce qu'à 12 degrés, c'est clair, ils ne pourront pas survivre. À 6, ils auront une petite chance et encore, voilà. Mais voilà, c'est ces scénarios-là qu'il convient aujourd'hui d'étudier. Mais le gros problème, c'est qu'en fait, on va continuer à nous anesthésier avec cette idée de confort. De plus en plus de gens vont devenir riches sur cette planète, sortir de la pauvreté. Ça sera formidable. On a encore peut-être 10 ou 20 ans de croissance et de bonheur industriel devant nous. Et après, il y aura la facture. Voilà. Et si on ne change pas radicalement dans les années qui viennent de mode de vie, la facture sera infiniment plus lourde pour nos descendants. Et même pour nos vieux jours, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, que le pire des scénarios que nous pouvons prévoir. Parce que de toute façon, aujourd'hui, nous en sommes à un petit degré au-dessus et nous voyons bien que déjà, un certain nombre de phénomènes se mettent en branle. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on s'alarme de quelques dizaines de milliers de migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. On fait tout pour qu'ils se noient au passage afin de ne pas avoir à les accueillir. L'Europe, qui est une des parties les plus riches du monde, de l'histoire de l'humanité, etc., se dispute comme des chiffonniers pour accueillir une poignée de migrants. Les scénarios aujourd'hui en démographie font état de 4 milliards de personnes en Afrique en 2100. Quand les scénarios des climatologues disent que l'Afrique sera inhabitable, faites le calcul. Les gens vont se déplacer vers le nord. Ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est la première vaguelette. Ouais, bien sûr. Et on n'arrive même pas à la gérer avec tous nos moyens parce qu'on est englué dans des représentations politiques obsolètes. Quel levier pourrait être encore actionnable selon vous ? Est-ce qu'il faut un choc ici très grand pour qu'on se décide à agir ? Naomi Klein a écrit un livre très intéressant qui est La stratégie du choc. Les désastres provoqués par ce complexe qu'on peut appeler la civilisation thermo-industrielle, la civilisation un peu militarisée mais surtout marchandisée dans laquelle nous vivons, se nourrit des chocs pour rebondir et proposer toujours plus de solutions qui amènent toujours plus de problèmes, qui amèneront toujours plus de solutions. Donc, je ne sais pas s'il faut un choc, s'il faut une prise de conscience, etc. Le storytelling est très important parce que, comme vous l'avez souligné, par exemple, en 62, il y a eu le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, une mobilisation générale qui a abouti à interdire le DDT, qui effectivement transformait les campagnes en silence. Et puis après, le mouvement écologiste a été discrédité. Le DDT a été son seul succès, l'interdiction planétaire du DDT. On nous a anesthésiés, littéralement, avec ça. Et aujourd'hui, le printemps silencieux, moi j'ai vécu un été silencieux dans ma campagne avec les pesticides autour. Il n'y a plus d'oiseaux. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, j'avais des crapauds dans mon jardin, j'avais des oiseaux dans mon jardin, je ne les ai plus. J'ai vécu ce que Rachel Carson décrit. Et tout le monde s'alarme. Les ornithologues disent oui, on voit de moins en moins d'oiseaux, voilà, d'insectes. On le sait, on le voit devant nous. On se refuse à le voir. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre livre ? Que le futur n'est pas écrit, qu'on peut l'écrire soi-même, mais que là, il y a urgence à se mettre au travail. Merci beaucoup. Merci Alexia. Merci beaucoup à Laurent Testo pour cet entretien. Je vous recommande chaleureusement la lecture de Cataclysme qui vient d'ailleurs de sortir en poche. Merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.